De retour, vous écoutez toujours les Étés généraux. Je vous ai menti, chers auditeurs. T'es censé rejoindre Mara, qui était supposée être en studio, mais elle est un peu en retard et c'est normal avec toute cette chaleur. Elle est peut-être en vélo et prend ça plus doucement, mais il y a Marc qui est là et Marc va juste passer plus tôt. C'est toujours agréable. Oui, tout à fait. Écoute, je suis là comme un seul homme fort, n'est-ce pas? Et voilà, comme un homme fort, tu vas nous parler de tous les hommes forts, donc parce qu'on a entendu tellement parler avec Louis Cyr, film d'ailleurs que j'ai vu hier. J'ai même pas eu le choix d'aller le voir. Il faisait tellement chaud chez moi qu'il fallait que j'aille au cinéma voir Louis Cyr, l'homme le plus fort du monde. Et, chers auditeurs, j'ai été quand même déçu. Je n'avais pas mis la barre très haute pour ce film. Mais franchement, c'est décevant. Si on compare, par exemple, avec un film comme Maurice Richard, qui avait été fait par Charles Binamé il y a quelques années, dans le même genre, le pauvre Canadien français qui fait honneur donc à ses compatriotes et qui se sort de la misère grâce à sa force physique et sa ténacité. Eh bien, Maurice Richard était de loin supérieur, mais écoutez, que voulez-vous, c'est des choses qui arrivent, mais je vous suggère quand même peut-être d'y aller. On peut même pas rire, malheureusement, quand il y a rien qui m'a fait saliver dans ce film-là. T'es tellement sévère, Benjamin, aujourd'hui. Mais toi, Marc, je sais que tu me déçois jamais. Alors, parle-moi d'homme fort, parle-moi de Oui. force physique. N'est-ce pas? Écoute, c'est évidemment, je saute sur la vague marketing du film Louis Cyr pour parler de ce sujet-là. En fait, ça fait quelques années que ça m'intéresse, la tradition des hommes forts au Québec, puis avant ça au Canada français, parce que c'est quand même un trait culturel non négligeable, peut-être moins aujourd'hui dans le Québec du 21e siècle, mais bon, peut-être jusqu'à dans les années 1950. Vraiment, la tradition des hommes forts était une grande source de fierté pour un peuple qui vivait beaucoup de travaux physiques. Bon, que ça soit dans les champs, dans les camps de bûcherons ou encore même à l'usine. Donc, la force physique était finalement une des seules façons de se valoriser, de montrer sa valeur, voire même d'acquérir un statut social particulier. De s'émanciper, justement. Oui. Donc, évidemment, il y a eu Louis Cyr, qui est le plus connu des hommes forts du Québec. Par contre, Louis Cyr s'inscrit en fait dans une longue lignée. D'une certaine façon, il est un peu même l'aboutissement d'une très longue lignée d'hommes forts. C'est sûr que quand on rentre là-dedans, il y a une certaine mythologie qui est là. Il y a évidemment un certain ego patriotique, mais sans des quelques auteurs qui se sont penchés sur la question, j'ai pu dégager le fait que effectivement le Québec, que parfois on qualifie berceau des hommes forts, a dans les faits produit au prorata de sa population une plus grande proportion d'hommes forts d'envergure notable, mettons, sinon mondiale, que la plupart des sociétés. Donc on pourrait dire en fait que le Québec accote d'une certaine façon des sociétés comme l'Écosse ou les sociétés scandinaves qui elles aussi on produit de grandes proportions d'hommes forts. D'ailleurs, quand on regarde aujourd'hui les compétitions d'hommes forts, elles sont en grande partie dominées par des Scandinaves. Mm-hmm. Mais donc le Québec fait quand même très très bonne figure à l'échelle internationale par rapport aux questions de la force. Donc cette fascination-là pour la force physique, bon, comme je l'ai dit, a un aspect culturel là-dedans. On peut se demander comme d'où vient cette force-là. C'est génétique. On rentre toujours, ça c'est une zone glissante. Quand on rentre dans la génétique de certains traits physiques ou athlétiques, exemple, pourquoi est-ce que 78 des 80 sprinteurs qui ont couru le 100 mètres en moins de 10 secondes, en fait, 78 des 80 sont d'origine de l'Afrique de l'Ouest, donc ou des gens qui ont été amenés par l'esclavage dans les Antilles ou aux États-Unis, ou sinon ils viennent carrément des pays africains. Donc, de la même façon, je suis pas généticien puis j'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là. En fait, je lisais un truc qui était très intéressant, mais je vais pas trop dévier de ma chronique parce que je manque toujours de temps. Mais donc ce qu'on disait, c'est qu'il y a pas seulement que la génétique qui rentre en ligne de compte. Donc quand on parle de performance comme ça, il y a la génétique, il y a trois facteurs. Il y a la génétique, il y a l'environnement, puis il y a le hasard. Et puis pour qu'il y ait une combinaison gagnante, ça prend justement une combinaison de ces trois éléments-là. Donc on peut vraiment pas juste s'en tenir à la génétique ou juste à l'environnement, mais c'est vraiment une combinaison de ça. Puis la science non plus arrive pas à avoir une version définitive là, du pourquoi de la chose, mais bon.
il y a quand même des facteurs intéressants. Pour retourner à la Nouvelle-France, il faut savoir que les sujets qui émigraient en Nouvelle-France, on demandait à ce qu'ils soient en bonne santé, à ce que ce soit des sujets vigoureux. C'est-à-dire que si quelqu'un était malade ou quoi que ce soit, on le faisait pas faire la traversée. Puis même s'il tombait malade, arrivé en Nouvelle-France, on le renvoyait tout simplement en Europe. Donc c'est quand même des types physiques quand même les plus résistants qui sont restés ici, un peu de la même façon que les esclaves africains qui ont été transportés en Amérique, même beaucoup mouraient en voyage. Donc, d'une certaine façon, c'est des gens qui avaient le patrimoine génétique le plus fort, qui arrivaient tout simplement à survivre. Là. C'est de la survie complètement basique. Ensuite de ça, il y a évidemment les travaux des champs, les travaux dans les bois, les guerres incessantes avec les Autochtones, puis ensuite avec les Anglais. Il faut savoir que les Canadiens, à l'époque, étaient tous miliciens aussi. On n'avait pas d'armée locale. Évidemment, il y avait l'armée française qui était là, mais la colonie reposait beaucoup sur des contingents de miliciens qui étaient tout simplement des gars qui travaillaient au champ, puis quand la guerre prenait, ils allaient chercher leur fusil puis ils allaient se battre. D'ailleurs, les miliciens canadiens se battaient davantage comme les Autochtones, plus que, c'est-à-dire en guérilla dans le bois, en utilisant des feux croisés, plus que la fameuse bataille en rang. Puis tout ça a fait en sorte que justement, il s'est développé des hommes forts, puis t'as des certains exemples. On a une grande tradition de ça. Bon, le premier qui est répertorié, c'est Jean-Baptiste Grenon. On l'a surnommé l'Hercule du Nord. C'était un gars qui vivait dans la région de Baie-Saint-Paul. Donc, Jean-Baptiste Grenon n'était pas quelqu'un d'une stature particulièrement grosse. Par contre, c'était quelqu'un qui avait une force complètement disproportionnée par rapport à sa grandeur, assez qu'à l'époque, on croyait que c'était comme d'origine satanique. Là. Donc, il y a plusieurs anecdotes de Jean-Baptiste Grenon qui, par exemple, quand son cheval n'arrivait plus à monter une côte, quand les autres villageois étaient partis, a carrément pris la charrette de son cheval puis a monté la charrette lui-même. On parle de quelle année, à peu près? On parle des années 1760 environ. Jean-Baptiste Grenon, d'ailleurs, s'est déjà fait prendre par des militaires anglais et s'est fait amener sur un bateau. Pour faire une longue histoire courte, un de ses amis se fait tuer devant lui. Puis Jean-Baptiste Grenon arrive à se faire délier une main puis a complètement tué un soldat anglais d'un seul coup de poing qui avait en fait tué son ami. Donc c'était quelqu'un. Puis le capitaine du bateau était tellement impressionné par la force de Jean-Baptiste Grenon qu'il l'a laissé passer. Maintenant, je vais faire un portrait rapide de plusieurs hommes forts, mais faut tout de suite dire qu'il n'y a pas évidemment que des hommes forts au Bas-Canada, au Québec. Il y a aussi beaucoup de femmes fortes, donc on parle d'un patrimoine génétique de force qui est quand même important, c'est-à-dire que, par exemple, Jean-Baptiste Grenon a eu deux fils et 4 filles. Et c'est sa fille Marie qui aurait, semble-t-il, hérité de sa force herculéenne. Bon, il y a une petite anecdote savoureuse là-dessus où un gars, on dit du sud de la province, se pointe, la croise, elle a un gros paquet sur les épaules, il essaie de la creuser, il dit « Est-ce que je peux prendre ton paquet? » Puis évidemment, quand il essaie de prendre le 10 paquets, il échappe complètement parce que c'est trop pesant. Puis et finalement, on finit par lui dire que non, regarde, c'est la fille de Jean-Baptiste Grenon, tu peux même, elle pourrait te prendre son paquet et toi sur ses épaules, puis il n'y aurait pas de problème pour elle. Donc, ça, c'est à l'époque de la Nouvelle-France. On a un type plus cultivateur, je dirais. Arrive le tournant du 19e siècle où les chantiers de bûcherons commencent à émerger énormément. Donc, il n'y a pas seulement des trucs de force physique, il y a vraiment beaucoup de confrontations à cette époque-là. Il faut savoir que les Anglais ayant aussi conquis le pays, j'ai appris ça, c'est intéressant, que la discipline de la boxe s'est répandue très, très rapidement au Bas-Canada. Donc, il y avait une grande ferveur pour non seulement les tours de force, mais aussi les démonstrations de force, là. Donc, ça brassait pas mal, en fait, à cette époque-là, notamment sur les chantiers de bûcherons. C'est à cette époque-là qu'un Joe Montferrand va se distinguer du lot. Donc, c'est un gars de 6 pieds 4, extrêmement agile, féru de boxe et de savate et qui va vraiment faire régner la loi sur les chantiers de bûcherons. Puis même lors, exemple, d'élections, faut dire qu'à l'époque, les élections se faisaient à voix. Donc, on disait son vote et ce qui amenait lieu à beaucoup d'intimidation. Donc, Joe Montferrand va à plusieurs reprises affronter des grands contingents d'anglais pour protéger les siens. Et puis la même chose donc dans des chantiers de bûcherons, il y a exemple une anecdote où traversant un pont suspendu au-dessus d'une rivière, Joe Montferrand se fait prendre en embuscade par environ 150 Irlandais qui va tout simplement massacrer les uns après les autres. Donc il va vraiment les donc, lancer. Joe Montferrand a gagné contre 150 Irlandais. Ouais, ben évidemment, il était sur un pont. Qu'est-ce qui est de la légende ou qu'est-ce qui est de... Ben ce qui arrive, c'est que il faut savoir qu'il était sur un pont, donc il ne peut pas arriver les 150
150 en même temps. Il pouvait peut-être arriver 2-3 de large. Donc, on dit que Joe Monferrand aurait pris le premier par les pieds puis s'en serait servi comme massue pour assommer ceux qui suivaient. D'ailleurs, Joe Monferrand est un sacré gaillard parce que lors d'une soirée enflammée dans le bout d'Ottawa, ça a l'air qu'il aurait fait une danse et puis il aurait réussi à imprimer la marque de son talon au plafond de 10 pieds de l'endroit par une espèce de saut spectaculaire. Donc voilà, ça c'est un peu finalement le type bûcheron chez les hommes forts. On a évidemment Louis Cyr qui arrive à cette époque-là probablement le plus fort de tous les hommes forts de l'histoire du Québec. Bon, Louis Cyr se rapproche d'une certaine façon un peu plus de l'entrepreneuriat, mais aussi du cirque. D'une certaine façon, c'est vraiment lui qui va faire des démonstrations de force un peu partout à travers le Canada, les États-Unis, il va même aller à l'étranger. Donc, ce qui est très intéressant, par exemple, par rapport à un Louis Cyr, c'est que moi, ce que j'ai travaillé même sur les hommes forts qui suivent, je vais peut-être en parler un petit peu si j'ai le temps, mais c'est que c'est quand on regarde les charges que Louis Cyr a levées sont déjà impressionnantes en elles-mêmes. Par contre, si on les compare à des charges levées par des haltérophiles modernes ou des athlètes de force, elles sont pas si importantes que ça. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que de un, Louis Cyr mangeait à peu près n'importe quoi à l'époque. Ce que son père lui avait dit, c'est que plus tu manges, plus tu vas être fort. Donc, il se goinfrait, ce qui a fait justement qu'il est mort à seulement 49 ans. Et faut savoir aussi que à l'époque, il y avait pas vraiment de technique comme on a aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que le fait de plier les genoux pour lever un poids est seulement apparu à partir des années 1930 dans les concours d'haltérophilie. Donc, un Louis Cyr levait ses charges uniquement par la force brute du haut de son corps. Donc, il ne pliait pas du tout les genoux, ce qui fait que quand on regarde les charges qu'il a levées aujourd'hui, il y a plusieurs de ces records qui sont même imbattus avec la technique qu'il utilisait à l'époque. Donc, certains disent, des spécialistes, que c'est vraiment peut-être l'homme le plus fort de tous les temps. Bon, c'est débattable, mais c'est quand même très impressionnant comme ce qu'il pouvait faire. Effectivement, puis c'est ça qu'on montre dans le film, puis on va devoir s'arrêter là-dessus, Marc, mais j'invite tous les gens, s'ils veulent voir comment Louis Cyr soulevait ses charges, d'aller voir le film où on voit Antoine Bertrand crier de toutes ses forces. Je prendrai seulement 30 secondes pour dire que tout le monde connaît évidemment l'image où Louis Cyr retient 2 chevaux de ses 2 bras comme ça. Il y a eu Marie-Louise Sirois, pour faire honneur aux femmes fortes du Québec, Marie-Louise Sirois qui a été proclamée la femme la plus forte du monde à la fin du 19e siècle et qui, elle aussi, semble-t-il, aurait fait la même prouesse finalement de retenir 2 chevaux comme ça. D'ailleurs, la mère de Louis Cyr était elle-même une femme très forte et il y a plein d'histoires de femmes fortes. C'était une histoire de famille. J'invite les gens à aller visiter mon portfolio en ligne, marcouimet.net. J'ai écrit 2 articles à date sur ce sujet-là. Donc, un sur les hommes forts du 18e, 19e siècle, un sur les hommes forts du 20e siècle avec Hugo Girard, évidemment, le Louis Cyr des temps modernes. Parfait, le message est passé. Un troisième sur les femmes fortes très bientôt. Merci.